Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF motovisuel. De la langue de bois, il n'y en aura toujours pas aujourd'hui puisque je suis avec Didier Renoux, délégué général de la FFMC. Et on va vous parler d'un point d'actualité en cette fin juillet sur le contrôle technique. Avant ça, Didier, pourquoi la nécessité de faire ce point? Parce que on lit beaucoup de choses. Tiens, je prends ici un article du Monde du 24 juin qui dit le 1er juin, le Monde c'est sérieux normalement, tu vois, le 1er juin, le Conseil d'État avait donné 2 mois au gouvernement pour définir les modalités organisant ce contrôle technique, conformément à une obligation européenne datant de 2014, mais jamais appliquée en France. Bim, déjà une connerie dans la première phrase, puisqu'en fait, on lit beaucoup de choses sur le contrôle technique. Jamais l'Europe n'a dit à la France, faites un contrôle technique. Elle a dit quoi exactement? Exactement. L'Europe a dit à la France, vous avez le choix entre mettre en place un contrôle technique moto ou choisir des mesures alternatives à ce contrôle technique si vous êtes dans le cadre d'une accidentalité qui est en progression positive. Alors, quel cas pour la France? Quel cas pour la France? Alors, ce va-et-vient dure depuis 2014, on le sait. On a voulu cette émission sous le signe de la pluralité. Donc, après toi, Didier, il y aura d'autres intervenants et il y aura d'autres interviews en capsule vidéo. Sachez, dans un esprit de transparence, qu'on a écrit à DECRA, qui est un acteur important de ce débat du contrôle technique, en disant bonjour machin. On voudrait vous proposer de venir vous expliquer sur le positionnement de l'enseigne DECRA, quel est l'état de préparation du réseau, en quoi consistent les aménagements physiques et techniques des centres recevant ce contrôle technique pour les 2 roues motorisées, quelles sont les évolutions possibles dans un futur proche des points de contrôle et quels sont les enseignements et retours d'expérience que DECRA a tirés à l'échelle européenne. C'est un email qu'on leur a envoyé. Réponse, bonjour monsieur, malheureusement ce ne sera pas possible cette fois-ci, c'est beaucoup trop tôt, la consultation publique est encore en cours, ainsi que les discussions avec l'administration. DECRA, vous êtes les bienvenus sur ce canapé, mais pour ça il faudra répondre à nos invitations. Didier, où est-ce qu'on en est sur ce point du contrôle technique? On est fin juillet, il y a une consultation qui a été menée notamment par la FFMC pour réclamer un peu les avis, les retours d'expérience. Que disent les motards en fait? Mais les motards disent qu'ils en veulent pas du contrôle technique. Mais c'est argumenté intelligemment. Ils le disent de façon très intelligente, justement. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans le contrôle technique, on n'en veut pas, mais on est dans des arguments qui sont vraiment très intéressants, qui reprennent majoritairement les arguments qu'on connaît nous, à savoir la faible incidence que ça risque d'avoir sur l'accidentalité, puisque on sait que d'après le rapport MES de 2008, c'est 0,3% des accidents qui sont dus à une cause technique. On sait que sur 18 000 sociétaires de la mutuelle des motards, on était à 0,5%. Encore peut-on constater que c'est surtout l'état des pneus, et je vous le donne en mille, j'ai pas besoin de mettre 50 balles à un contrôle technique pour regarder mes pneus et savoir s'ils sont usés. Donc tout ça pour l'utilité de la chose, et on a effectivement d'excellents relais là-dessus, sur cette consultation publique qui s'est terminée le 22 juillet avec une grosse surprise pour l'État, c'est qu'on est à quasiment 15 000 réponses et qui s'attendaient pas à un tel volume. Ils ont l'habitude de voir quelques dizaines de répondants. Là, on est à quelques dizaines de milliers. Voilà. Et toutes ces réponses sont consultables publiquement? Non, les réponses sont pas consultables publiquement. Mais une synthèse sera faite. Voilà, on a une synthèse qui est faite puisqu'on a un échantillon représentatif intéressant puisqu'on a 500 personnes environ qui nous ont transmis leurs réponses. Faut savoir que chaque personne qui a répondu se voit renvoyer un email avec la confirmation de la prise en compte de sa consultation. Donc ceux qui voulaient bien nous renvoyer leurs réponses, nous l'ont transmise, et ce qui nous permet d'avoir un échantillon très représentatif et une bonne synthèse justement de ces positions. Sans surprise, ça reprend les positions qu'on connaît de la FFMC, tu l'as dit, depuis 2014 et même depuis 2006, les premières velléités de contrôle technique, on est sur le dossier. Donc effectivement, on a une expérience un peu profonde du domaine. Alors concrètement, on lit un peu partout, notamment dans Le Monde et dans d'autres médias qu'on respecte, même si des fois l'information est approximative ou parcellaire. Est-ce qu'on aura effectivement la mise en place d'un contrôle technique au 1er janvier 2024? Alors la prévision, elle est au premier trimestre 2024. Selon le gouvernement, pour les premières motos qui seraient les motos de 2017 et moins, hein, donc les plus anciennes entre guillemets, pour lancer, comme le dit le gouvernement, la mécanique. C'est plusieurs millions de véhicules, donc en fait, il va y avoir un afflux immédiat sur les centres, alors que globalement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que personne n'est prêt, et d'ailleurs qu'on ne sait même pas encore vraiment ce qui va se passer dans les centres. C'est ça, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que je pourrais excuser de la réponse que DECRA a pu vous faire, puisque tant que le décret n'est pas définitif et que les conditions techniques, surtout d'application des mesures, ne sont pas édictées, les contrôleurs ne savent pas quoi acheter, qui embaucher, combien, quel matériel acheter, hein, donc quel investissement humain et financier pour mettre en place ce contrôle technique. Donc là, l'été, c'est mort, ce qui veut dire qu'ils vont commencer à y travailler en septembre. Pour mettre ça en place au premier trimestre, j'avoue avoir quelques doutes. Ouais, d'un point de vue administratif, tout ça est compliqué, il faut des validations, des certifications, des choses qui puissent être reproductible d'un centre à l'autre sans discussion possible sur les résultats. Tout ça en moins de 6 mois, ça paraît quand même un peu compliqué. Ça paraît très court. Ça paraît très court. Ouais.
Alors après, nous, la phase dans laquelle on est aujourd'hui, pour éclairer un petit peu le sujet, c'est la discussion sur un certain nombre de points. Par exemple, le délai de contre-visite qui est du copier-coller de la voiture, où on nous dit, si vous avez un défaut sur votre moto, vous avez 2 mois pour le représenter. Mais s'il y a un changement de pièce, la pièce n'est pas forcément disponible sur le marché moto. Donc ça, c'est un des écueils qu'on a soulevé. Par exemple, on sait qu'avec la guerre en Ukraine, les faisceaux électriques de BMW étant fabriqués en Ukraine, si vous avez un défaut sur un faisceau électrique BM, vous pouvez pas l'avoir dans le délai de 2 mois. Donc c'est pas faisable d'aller à la contre-visite. Je crois qu'il n'y a pas que BM, je crois qu'une énorme partie de l'industrie européenne. Une énorme partie. Mais voilà, c'est un exemple que je connais. J'avoue que je suis pas un technicien des stocks de tout ce qu'ils fabriquent. Mais enfin, tout ça pour dire que ce délai de 2 mois paraît un petit peu illusoire dans le marché de la moto aujourd'hui, pour que toute personne qui a un défaut technique puisse acheter la pièce de remplacement ou la faire remplacer par son garagiste dans les délais impartis de 2 mois. Donc alors si tu as une moto, tiens, allez, une Voxan, une BFG, on salue les clubs BFG qui sont très actifs. Je les salue puisque j'en fais partie ayant une Voxan moi-même. Toutes les pièces ne sont pas toujours disponibles facilement. Non. Comment tu fais en fait en cas de contre-visite sur des motos? On sait bien qu'il y a plein de motos qui ont été construites en petite quantité. Certaines motos n'ont été vendues que pendant quelques années, voire parfois quelques mois. On a des modèles, tu vois, un CB 1100F vendu 10 mois en 83, une MBX 250, ils ont arrêté au bout de 3 mois. Il n'y a plus de pièces du tout. Comment tu fais pour satisfaire aux obligations? Je parle notamment, on sait bien qu'il y a la notion du bruit qui est une notion essentielle et on la comprend et on la partage sur l'acceptabilité du 2 roues dans nos sociétés, notamment dans nos villes. On sait bien qu'il y a plein de vieilles motos où le pot d'origine, c'est un truc qui n'existe plus. Déjà à l'époque, c'était compliqué, donc 40 ans après, c'est mort. Comment tu fais pour ça? Alors sur la spécificité des pots, en fait, il y a des refabrications qui existent. Si on parle des véhicules les plus anciens, en fait, il n'y avait pas de notion de bruit sur le certificat d'immatriculation. Donc là, c'est tout simplement quelque chose qui ne sera pas examiné. Donc sur les motos, en fait, tu ne peux pas. On peut pas parce qu'il n'y a pas la valeur. Tu arrives avec 104 décibels, bim, elle passe. Si tu n'as pas de valeur de référence, comment tu fais? Il n'y a pas de comparaison possible. Donc sans valeur de référence, il n'y a pas de comparaison. Donc là, c'est un examen qui ne sera pas fait. On aura la même chose sur la pollution, par exemple le CO2. Où ça sera très difficile de faire la comparaison pour des véhicules qui n'avaient pas une norme Euro. Autant on peut supposer que même si c'est pas sur le certificat d'immatriculation, on pourra s'appuyer sur ce qui est contenu dans la norme Euro pour définir des seuils de pollution. Autant s'il n'y avait pas de seuil de pollution, voilà, par exemple, j'ai des motos du siècle dernier, du millénaire dernier, devrais-je dire. J'en ai pas une où j'ai des normes sur le certificat d'immatriculation. Donc, n'ayant pas de référence, puisque la norme Euro n'existait pas et ne concernait pas mes 3 motos, je suis pas contrôlable sur ces critères précis. Quelle est la position de la FFMC sur les petits éléments de négociation autour du contrôle technique, notamment sur la prime à la conversion, sur l'éthanol, sur ces choses-là? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a demandé à faire sortir du débat du contrôle technique, justement, puisqu'à partir du moment où on nous a dit, le Conseil d'État a dit le contrôle technique revient. Donc on avait mis en mesure alternative, effectivement, la prime à la conversion et le boîtier éthanol, entre autres. On a dit au ministère, maintenant que le contrôle technique est revenu, ces éléments-là sont quand même intéressants, donc il faut les conserver. Donc c'est sorti du débat du contrôle technique et ça perdure. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement une prime à la conversion, ça a été annoncé. Elle va démarrer donc au 1er janvier 2024. On n'a pas encore tous les détails de l'application, mais il faut s'en féliciter puisque ça n'existait pas. C'était effectivement une différence de traitement entre l'automobile et la moto qu'on a aujourd'hui résolu par ce combat de la Fédé. Et le boîtier éthanol, ça fait l'objet d'une étude qui n'a pas été menée non plus, puisqu'on sait que le boîtier éthanol n'a été homologable que dans certaines conditions sur les voitures. D'accord. Alors pour revenir sur la prime à la conversion, est-ce qu'il n'y a pas ce risque, tu sais, le diable se cache souvent dans les détails? On est content parce que ça peut aider à assainir un peu le parc sur des véhicules plus récents avec des normes plus strictes ou plus respectueuses de l'environnement, on va dire ça comme ça. Oui. Sauf que dans l'automobile, on a bien vu que le bonus allait avec le malus, que le malus est très... En fait, si tu veux le malus, moi je me souviens, tu sais, l'esprit franchouillard un peu beauf, c'est comme ça, les mecs étaient contents parce que tu vois, t'étais jaloux de ton voisin, il avait un petit malus, t'étais content. Et puis tu te rends compte qu'en fait, rapidement, une Mégane de 120 chevaux, elle a un malus. Et qu'en fait, tu veux une caisse un peu sympa, c'est 50 000 balles. Est-ce que à terme et à court terme, c'est pas la fin pour ces questions-là de motos de grosse cylindrée, de motos sportives? On sait que une 1000 sportive qui prend 14 500 tours, si on regarde vraiment le CO2 rapporté au poids, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus vertueux, alors que les perfs sont incroyables, etc. A contrario, un scooter 125 avec le stop and start, c'est super vertueux. Et voilà, le spectre, il est là. Est-ce que cette prime à la conversion ne cache pas quelque chose d'un petit peu diabolique comme ça, qui est dans le tiroir pour l'instant? Alors ça pourrait, c'est d'ailleurs, je te remercie de poser la question, parce que on a complètement refusé, la FFMC a refusé dans les négociations avec le ministère des Transports, tout principe de bonus,
parce qu'il impliquait un malus. Ouais. Donc on ne tombera pas dans ce piège-là. On n'aura que la prime à la conversion. Ça, c'est peut-être la première Donc étape. déjà, c'est la bonne étape, si tu veux, qu'on a évité. Pour l'instant, on a évité cet écueil-là pour ce principe précis. Donc on n'aura pas de malus, ça c'est sûr. Par contre, on n'aura pas de bonus non plus, mais on aura une prime à la conversion. Pour vous, la prime à la conversion, c'est pas un bonus déguisé? Non. Parce que globalement, tu dis, voilà, je vends ma vieille moto qui a 25 ans, je prends un truc qui a 5 ans, qui est Euro 4, Euro 5, on me donne de l'argent. C'est quand même dans l'esprit assimilable à un bonus ou pas? Non, pas pour toi. Non, parce que c'est pas le principe du bonus-malus, c'est une équation à somme nulle pour le gouvernement. C'est-à-dire que c'est le malus de certains qui va payer le bonus des autres. Ça n'a jamais été. Là, c'est pas le cas. Ça n'a jamais marché. On est bien d'accord. Ouais. Mais là, on est bien sur quelque chose qui est clair. Il n'y a que la prime à la conversion, donc il n'y a pas de malus pour les motos, quelle qu'elle soit. D'accord. Donc Didier, vous êtes vigilant sur le fait qu'il n'y aura pas de système bonus-malus et de péréquation comme ça, un petit peu perverse parfois. Sur la prime à la conversion, moi je serais quand même... je fais attention à ça parce que tu as des effets d'annonce et de bonne conscience et on t'explique qu'on va sauver la planète. Et en fait, quand tu regardes les textes, je caricature, mais à peine, en gros, il faut être smicard, faire 90 km par jour et on t'aide pour une caisse à 40 000 €. Mais en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si t'es dans ces conditions-là, t'as pas les moyens pour acheter la voiture qu'on te cofinance. Et puis d'autant plus qu'en moto, en deux roues, alors effectivement, on peut comprendre que le petit deux roues électrique urbain a une utilité, une vertu. Sur la grosse moto ou l'équivalent grosse moto avec des vraies performances, sincèrement, on est encore loin du compte, notamment au niveau du tarif et de la vraie autonomie. Donc, est-ce que c'est pas un effet d'annonce qui vise à se donner bonne conscience, mais qui, dans les faits, sera quasiment inapplicable? Alors, évidemment, il faut qu'on se méfie de cet effet pervers qui existe dans l'automobile. On est les premiers à lancer des alertes sur le clivage social que peut porter ce genre de véhicule, puisque ce sont des véhicules qui sont pas accessibles effectivement aux smicards, qui dans le cadre de l'automobile sont les seuls qui pourraient avoir accès à la prime, mais qui n'ont absolument pas les moyens d'honorer le paiement de tout le reste, que ce soit un leasing ou un crédit, pour acheter effectivement un véhicule, que ce soit un véhicule électrique ou un dernier véhicule thermique norme Euro 1 d'ailleurs. Hein. Donc on essaye de se méfier de ça. Maintenant, je vais pas faire de promesses à la place du ministère, donc on veille à ça. Ce qu'on avait réclamé à l'époque avec Jean-Baptiste Djebari dans les premières discussions sur la prime à la conversion, c'est qu'on puisse aller vers une amélioration de la norme Euro, c'est-à-dire que quelqu'un comme moi qui a des motos qui n'ont pas de norme Euro, s'il passe à une moto d'occasion Euro 3, il faudrait qu'il puisse avoir un petit quelque chose pour l'aider. D'accord ? Si on est simplement sur la prime à la conversion en donnant 6 000 balles pour celui qui va changer sa moto pour une électrique, là je te suis, c'est pas correct et c'est pas social. Donc ça fera un cataplasme sur une jambe de bois. C'est un peu ça. La position de la FFMC, elle n'a pas changé, elle est toujours contre le contrôle technique. Absolument. Voilà. Le ministre délégué au transport, il vous entend, vous le voyez, je sais que vous le voyez régulièrement. On le voit très régulièrement. Alors après, est-ce que c'est une réponse politique? Je ne suis pas complètement dans sa tête. Lui nous dit qu'il a parfaitement conscience que c'est inutile. D'ailleurs, il avait argumenté en ce sens, puisqu'il faut se souvenir que l'an dernier, c'est bien Clément Beaune qui avait signé le décret d'abrogation du contrôle technique et qui s'est fait retoquer par le Conseil d'État. Donc le contrôle technique est mis en œuvre effectivement depuis octobre 2022, mais c'est pas l'action de Clément Beaune. Clément Beaune, il se dit contraint par le Conseil d'État pour le mettre en place. Donc ça va être serviteur de l'État, c'est être schizophrène et mettre en place une mesure que tu trouves inutile. Exactement. C'est sympa comme boulot. Ouais, c'est bien payé. C'est pas mal payé. Ouais, c'est pour ça. En même temps, à la FFMC, faire en sorte de contrer le contrôle technique alors qu'on est persuadé que c'est complètement inutile, c'est aussi un métier un peu schizophrène. Donc, non, parce que vous êtes persuadé de la justesse de votre action. Pareil, on entend des choses de l'ordre, on dit voilà, le contrôle, alors c'est Clément Beaune qui s'était engagé à ce que ce soit le moins cher possible. On parlait de 50 €. On détaillera un petit peu tout à l'heure avec nos autres invités quel pourrait être le contenu. 50 € pour un contrôle visuel, c'est du foutage de gueule. Oui, c'est exactement ce que j'avais dit au ministre d'ailleurs. Tu lui as dit comme ça. Dans ces termes-là. Ah ouais, bim. Tiens, Clément, prends ça. Contrôle visuel, c'est du foutage de gueule puisque c'est ce qu'on apprend au permis. Oui, bien sûr. Donc oui, faire un contrôle visuel et payer 50 balles pour ça, on voit pas trop l'intérêt. Donc si vraiment c'est ça, c'est un petit peu limite. On a vu qu'il y avait, par exemple, un contrôle de vitesse qui était annoncé. On sait maintenant, depuis les discussions, que ce contrôle de vitesse maximale, il sera limité aux 49,9, qui sont limités théoriquement en construction à 45. Donc, ils vont faire en sorte de vérifier ces trucs-là. Donc, il y a un certain nombre de points sur lesquels on avance comme ça au fur et à mesure. Mais si effectivement 80% du contrôle est visuel, je suis désolé, mais tout motard apprend ça au permis. Donc, c'est même obligatoire pour avoir le permis. Un tout petit peu pour rien, quoi. Et ce qui nous gêne aussi dans cette opération de contrôle technique, c'est l'absence de responsabilité juridique de l'opérateur de contrôle technique. Et ça, j'aimerais bien que vous posiez la question d'ailleurs quand vous allez recevoir des opérateurs, parce que quand vous sortez d'un réseau de contrôle technique, s'il y a une erreur de la part de l'opérateur,
il n'est responsable de rien. D'accord. Alors que quand tu vas chez le garagiste, même pour faire gonfler tes pneus, s'il te laisse partir avec ta moto alors qu'elle avait un souci de sécurité et que tu as un accident, sa responsabilité peut être engagée. Donc il y a quand même une petite différence qualitative et philosophique que nous, à la FFMC, on tient à souligner. Et c'est aussi un petit peu pour ça qu'on voudrait bien que le contrôle technique puisse aussi être fait par des garages. Sauf que en France, et la loi impose une séparation des personnes qui contrôlent et des lieux de contrôle. On essaye de contrer ça pour qu'on puisse effectivement avoir confiance dans la personne qui fait les choses. Je rappelle que la formation d'un opérateur de contrôle technique, aujourd'hui, s'il a le permis moto, c'est 23 heures de formation, dont 7 heures de pratique. S'il n'a pas le permis moto, c'est 30 heures de formation, dont 14 heures de pratique. C'est peu. C'est un peu, pas beaucoup, voire même très peu, voire même ridiculement insignifiant par rapport aux compétences qui sont exigées pour un mécanicien moto qui va entretenir ta moto de façon tout à fait normale. Donc on comprend aussi que, quelque part, on aille vers un contrôle visuel parce que techniquement, l'opérateur de contrôle technique moto n'aura jamais des moyens et des compétences techniques, sauf s'il les a acquises par ailleurs, donc pas dans ses obligations légales, mais dans des compétences qu'il aura acquises dans un autre métier, de faire réellement une opération sécuritaire. Donc si je résume, le contrôle technique, on devrait l'avoir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça va être cher pour ce que c'est, et même le ministre qui l'applique dit que c'est inutile. On est un peu chez les fous. On est un peu chez les fous. Du coup, vous avez demandé, vous, la FFMC, qu'il y ait une clause de revoyure. Absolument. C'est-à-dire qu'en gros, on fasse un bilan et un état des lieux dans X mois, 12 mois, 24 mois, en disant, bon, les gars, ça marche pas, sauf que, en réalité, je suis peut-être un peu cynique, mais je vois pas un appareil d'État et des grosses enseignes dire, bon, on s'est planté, on arrête. D'autant que tu auras toujours 3 kékés en MT-07 en pot à Krapovic, qui arrivent façon Ducati de Superbike de Troy Bayliss, et socialement, c'est compliqué à accepter. C'est compliqué parce qu'ici, la branche sur laquelle ils sont assis, et c'est d'ailleurs un petit peu pour ça aussi qu'on a le contrôle technique aujourd'hui, et ça, c'est un message à tous ceux qui font un bruit excessif et qui réveillent, y compris moi qui suis motard. Je rappelle que je suis motard, je suis passionné de moto, et je suis réveillé comme tous les autres par un type qui passerait avec un T-Max sous le bordel. Donc, c'est à cause de ça que les associations comme Rallye Scout ont été créées, et c'est à cause de ça que ces associations ont posé un recours auprès du Conseil d'État. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on se regarde un peu le nombril. Et la FFMC a des valeurs de partage qui impliquent de pratiquer la moto dans le respect d'autrui. Ça nécessite d'être bien souligné. Et on ne partage pas du tout les valeurs de ceux qui emmerdent le monde. D'accord. Ça, faut être très clair. Merci Didier. Le mot de la fin avant que l'on passe à nos autres invités. On a quand même échappé au contrôle technique pendant un certain temps, puisque ça fait depuis 2006 qu'on en parle. Donc, si on peut quand même avoir une fierté, bien qu'on puisse ne puisse que constater une défaite, c'est par rapport à tous les pays d'Europe qui sont une grande majorité à avoir le contrôle technique. On aura quand même tenu jusqu'à 2024. D'accord. Comme disait le Tché, la lutte continua. La lutte continue, évidemment. Merci Didier. Philippe. On passe à Thierry, notre autre invité, qui va nous parler de la question des réseaux, que Thierry a une vraie expertise dans le monde du contrôle technique et des normes et des règlements. C'était un peu son boulot avant d'être Motomag. Il va nous apporter un éclairage sur la façon dont cette chose-là peut être vécue dans les réseaux. Merci Didier pour ta prestation et ces éclaircissements. À Au très plaisir. bientôt sur la route. À bientôt. Ciao. On continue cette émission dédiée au contrôle technique, à l'état des lieux du contrôle technique, avec mon deuxième invité. Il n'est pas seulement très beau, il n'est pas seulement très chauve. C'est Thierry Diller, c'est mon patron, c'est le gérant des éditions Motomag, que vous connaissez bien. Bonjour Thierry, merci d'être là. Bonjour Philippe. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'avant d'être un patron de presse réputé et craint, tu m'as dit tout à l'heure à table, dans un très bon repas aux saveurs de l'Orient central, oui. que des chefs d'édition de maisons concurrentes te regardaient méchamment, ce qui est plutôt un signe de réussite. Voilà. Tu as eu une première et longue expérience dans le monde, justement, de la certification des poids, des mesures et du contrôle technique. Et en fait, tu es aujourd'hui celui qui nous paraît le mieux placé pour nous parler, en fait, de concrètement comment va se passer l'inspection de ces motos dans ces centres de contrôle technique. Et toi, tu nous dis un truc intéressant, c'est qu'il y a 3 niveaux de lecture différents, en fait. Oui. En fait, on a le contrôle technique tel qu'il est prévu par les textes, donc le projet de décret, le projet d'arrêté ministériel, sont des copies conformes de ce qui existe déjà dans le VL et dans le PL. Donc voiture légère et poids lourd. Voiture légère, voilà, et poids lourd. Donc c'est construit de la même manière, c'est sur le même principe. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, on voit que dans la réalisation, on aura quelques difficultés. Alors, pour bien situer le contexte, il y a 5 opérateurs dans le contrôle technique. Les réseaux, il y a ceux qui font, donc qui sont 3, c'est les réseaux, les centres de contrôle et les contrôleurs.
Ces 3 niveaux sont soumis à des accréditations, à des agréments. Ouais, qui sont renouvelés, vérifiés tous les 10 ans, c'est voilà. ça? Pour les réseaux, c'est tous les 10 ans. Ouais. Pour les centres de contrôle, il n'y a pas de limite. Et pour les contrôleurs non plus. Il n'y a que la sanction administrative lors de suivi qui peut leur enlever leur agrément. Le 4e intervenant, c'est l'OTC, l'UTAC OTC, qui est l'organisme technique central qui récupère toutes les données des contrôles techniques, qui les traite statistiquement, qui fait les cahiers des charges pour les matériels qui vont servir pour le contrôle, etc. Et le 5e opérateur sont les DREAL, donc les anciens services des mines, qui sont chargés de la surveillance administrative de tout ce système. On va rappeler un truc intéressant que tu me disais, c'est que le niveau 4, donc l'OTC, en fait, collecte toutes les infos de tous les centres sur tous les véhicules et tous les opérateurs. Et par la magie de la statistique, c'est comme ça qu'on peut voir si, scénario hypothétique, hein, mais dans un centre plus qu'un autre, il y a une certaine tolérance qui parfois dépasse certaines limites sur certains types de voitures dont on sait qu'elles sont en moyenne victimes de tel et tel problème, et que là, bizarrement, il n'y en a pas. Donc ça permet aussi d'avoir un contrôle administratif, voire un contrôle sanction sur des opérateurs et des centres qui joueraient pas le jeu, et la moto sera évidemment soumise au même règlement et à la même acuité de la part de l'État. Oui. Alors, tous les contrôles techniques, absolument tous, remontent dans un délai de 24 heures dans cette énorme base de données. Cette base de données, elle triture tout ça. Elle détecte les choses qui pourraient être des anomalies. Et ça sert notamment aux agents des DREAL pour pouvoir surveiller ce qui se passe dans les centres par l'intermédiaire des statistiques. Mais ça permet aussi de faire des bilans annuels où on voit les résultats des contrôles techniques. Et l'évolution de l'état du parc, globalement. Exactement. D'accord. Alors, dans ce que tu disais, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a les réseaux, les grosses franchises, etc., qui ont un cahier des charges uniformisé, puis tu as aussi les indépendants. Et tous n'ont pas forcément le même jeu à jouer. Et après toi, d'ailleurs, on fera parler des gens du terrain qui sont, eux, des indépendants du contrôle technique, et on regardera un peu quelle est la réalité de ces gens-là et comment ils voient arriver ce contrôle technique du deux roues. Les réseaux, eux, ils ont une force de frappe. Ah, les réseaux, ils ont une force de frappe énorme, puisque en fait, il y a 5 réseaux qui œuvrent dans le contrôle technique automobile, dont 2 qui sont également opérateurs dans le poids lourd. Et on a les indépendants. Donc les indépendants, ce sont des petites entreprises individuelles, ou alors des opérateurs privés qui ont 3 ou 4 centres, ce qui est assez fréquent maintenant, et qui se débrouillent tout seuls sur toute la partie gestion de leur... Un truc intéressant, c'est que tu disais aussi, pour avoir le label d'un réseau, il faut être présent dans 90 départements. Et ça, c'est un truc intéressant parce que ça implique un principe d'équité territoriale. Il faut qu'en fait, dans chaque niveau du territoire français, finalement, tout citoyen ayant besoin de faire passer son véhicule sur un contrôle soit à une distance relativement raisonnable d'un centre. Ça veut dire que la force des réseaux, c'est d'imposer à tous leurs membres. Parce qu'en fait, on va voir tout à l'heure qu'il y a certains indépendants qui ne veulent pas du contrôle technique, et on ne peut pas forcer un centre à vouloir mettre en place un contrôle technique du deux roues. Le mec peut dire non, moi le deux roues, je fais pas, ça m'intéresse pas, démerdez-vous sans moi. Sauf que le réseau, lui, son intérêt, c'est que tous les membres du réseau disent oui pour qu'ils puissent avoir ce label à l'échelle territoriale. C'est ça. Pour avoir un agrément, un réseau, on doit être présent dans 90 départements. Oui. Sur tout le territoire français et métropolitain. Donc c'est une contrainte énorme. C'est difficile à réaliser pour le poids lourd. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 réseaux. Et ça l'est un peu plus facile pour le VL, pour le véhicule léger. Il y a des voitures partout. Parce qu'il y a des voitures partout. Donc, mais malgré tout, c'est une contrainte importante. Et aujourd'hui, je ne vois pas quel réseau, à part DECRA, pourrait mettre en place un dispositif qui corresponde à cette règle-là pour les 2 roues et 3 roues à moteur. Alors DECRA, qui, on le rappellera encore une fois, a refusé notre invitation à venir expliquer leur position, qui était tout à fait légitime, c'est la leur et entendable. Par contre, quelque chose qui est nouveau et qui est lié à l'arrivée du contrôle technique moto, c'est qu'en fait, un centre va pouvoir être affilié à 2 réseaux différents, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, pour pouvoir prendre ou pas la moto. Explique-nous un peu ce qu'il en est. Alors ça, c'est un sacré coup de canif dans un principe de base de la réglementation du contrôle technique. C'est qu'un centre de contrôle technique ne pouvait pas être affilié à 2 réseaux différents en même temps. Ça, c'est même un article du Code de la route, ça. C'est pas dans le décret ni dans l'arrêté. C'est véritablement un article du Code de la route. Dans le projet d'arrêté concernant le contrôle technique des 2 roues et 3 roues à moteur, il abroge tout simplement
cet article du code. Et ça, c'est constitutionnel. Personne s'est ému au plus haut niveau de l'État que non. C'est un principe de transparence, machin, bim, on le dégage. Oui, alors ça, c'est étonnant. Ouais, je trouve ça très étonnant. Mais ça veut dire que demain, un centre PL, donc poids lourd, ou VL, c'est-à-dire véhicule léger, qui est chez un opérateur, pourra très bien, pour le contrôle technique 2 roues et 3 roues moteur, être aussi affilié à un réseau différent. Donc hypothétiquement, j'ai un centre de contrôle, je dis des noms comme ça, c'est juste du hasard. J'ai un centre de contrôle autovision, autotest, sécuritest, machin, au fin fond des Ardennes, hein, c'est un hasard, une reconversion après ma vie dans la presse. Oui, par exemple. Je veux faire du contrôle technique de roue parce que je suis pour. Bim, je prends un label DECRA que j'ouvre dans mon centre sécuritest et ça passe. Et ça passe. D'accord, étonnant. Et ça passe. Ça, c'est très étonnant. Mais c'est en même temps la seule solution qui permette d'être présent dans 90 départements à la fois. Parce que sinon, on va dire que si, en fait, on n'arrive pas à avoir ces centres dans les 90 départements, le contrôle technique moto ne peut pas s'appliquer. Oui, réglementairement, non. D'accord. Alors c'est aussi pour ça, c'est autre chose que j'ai vu dans le projet d'arrêté, c'est qu'il y a des dérogations ou ce qu'on appelle des dispositions transitoires qui permettent de mettre en place le contrôle technique en contournant certaines règles, dont celle-ci. C'est-à-dire que là, il est prévu clairement dans le projet d'arrêté ministériel qu'il y ait une période pendant laquelle on ne soit pas exigeant sur ce côté-là. D'accord. Mais ce qui donnerait des agréments provisoires avec une durée limitée à 1 an. Donc en fait, c'est repousser le problème avec une échéance d'1 an. Ça me paraît court. Je pense que les dispositions transitoires vont être conduites. Parce ça, c'est possible. Bah, ça, c'est possible. À partir du moment où c'est une disposition transitoire, elle peut, elle peut être modifiée par un aménagement à l'arrêté ministériel. Ça, c'est tout à fait possible, puisque les arrêtés, ils évoluent dans le temps. Donc ça pourrait être une évolution. D'accord. Donc ça veut dire que tu es dans un territoire un petit peu dépeuplé au hasard, le plateau des 1000 vaches, un truc comme ça, tu as un gamin qui a une mob, tu dois la faire passer en contrôle technique. Si on t'oblige à faire 150 bornes, et que c'est répété 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas une raison pour faire sauter le système au principe de l'équité territoriale. Oui. D'accord. C'est triste aussi, ça, non? Bah oui, c'est triste. Oui. Autre point intéressant, c'est qu'en fait, pour être opérateur de contrôle technique, il te faut une certification soit VL, soit PL. Et en fait, pour l'instant, il y a une dérogation qui fait que des gens qui n'ont pas de certification moto vont, pendant être au moins 1 ou 2 ans, en mesure, habilités, à vérifier votre moto. Alors si c'est un 103 Sport, pourquoi pas? Si c'est une Victory Vision de 350 kg avec du carénage partout, peut-être plus compliqué. Donc en fait, je répète pour que ce soit clair, les gens qui vont contrôler les opérateurs, et c'est pas de leur faute, les opérateurs qui vont contrôler ces motos à partir de 2024 n'auront pas tout de suite une certification moto. Non. Alors, ils auront un agrément provisoire, durée d'1 an, mais ils n'auront pas besoin dans leur formation de base d'avoir une formation spécifique à la moto. Le diplôme minimum, c'est un diplôme de catégorie 4 qui correspond au baccalauréat maintenance des véhicules. On sait qu'il y a 3 options, la A pour les véhicules légers, la B pour les PL et la C pour les 2 roues à moteur. Et ça, c'est pas précisé dans l'arrêté, justement. C'est-à-dire qu'un contrôleur qui a une qualification, une formation de base dans le VL, avec une formation initiale de X heures par un organisme agréé mais choisi par l'opérateur, par le réseau, pourra faire du contrôle technique moto. Mais ça ne sera pas forcément quelqu'un qui a une formation initiale dans la moto. Alors ça veut dire que, de fait, ce contrôle technique moto, dont les modalités n'ont pas encore été précisées, ne peut être qu'un contrôle technique visuel et à minima. Bah oui, d'ailleurs, quand on regarde dans le projet d'arrêter toujours les points de contrôle, on va dire entre 85 et 90% de ces points de contrôle sont des contrôles visuels. Et le reste, ce sera un sonomètre à la louche. Le reste, ça sera un sonomètre à la louche. Et peut-être, pour les 50 cm3, vérifier qu'il ne dépasse pas les 45. Voilà, ce qui n'est pas simple à mettre en place, déjà. Ah, ça, c'est pas simple à mettre en place. Alors ça aussi, c'est précisé dans l'arrêté. C'est-à-dire que les centres, pour pouvoir être agréés, doivent avoir un minimum de matériel. Donc, c'est des matériels qui sont définis justement par les cahiers des charges de l'OTC. Et pour l'instant, ce qui est spécifique au centre de contrôle 2-3 roues à moteur, c'est le sonomètre et le banc de contrôle de vitesse. Pour les 50. Pour les 50, qui sont les 2 appareils spécifiques qui viennent en plus de ce qu'il y a dans un centre de contrôle normal. Donc tout le reste, c'est du visuel. Clément Beau nous disait ce sera pas cher, de l'ordre de 50 €. On va le répéter une dernière fois tellement ça paraît grotesque. 50 € pour vérifier que ton pot est homologué et que tu as un phare qui éclaire et des pneus avec de l'air dedans.
C'est une blague. Bah, c'est de l'arnaque parce que tout simplement de l'arnaque. Ouais. Parce que et d'ailleurs c'est ce qui est appris dans la formation permis moto. Oui, c'est-à-dire c'est le contrôle de sécurité c'est ce qu'on t'enseigne au permis de conduire. Le contrôleur technique, il va pas faire grand-chose de plus. Donc faire 50 bornes avec un cyclo pour contrôler un truc qu'on sait déjà contrôler, ou avec une moto, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Alors du coup, dernier point, on sait qu'en voiture, le taux de contre-visite est de l'ordre de 20%, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça, c'est le seuil plancher. C'est le seuil plancher. Globalement, si le contrôle des 2-3 roues motorisées, ce sera juste un contrôle visuel, et si les mecs auront l'intelligence d'arriver avec un pot homologué, la contre-visite, elle est quasiment nulle. Bah, moi, je vais surveiller ces statistiques de près. Ouais. Je suis pratiquement persuadé, et je serais prêt à faire le pari qu'on n'aura pas un taux de contre-visite supérieur à 2%, ce qui est tout à fait cohérent avec les études CEREMA, les statistiques de la Mutuelle des motards, et l'argument qu'on avance depuis toujours sur l'inutilité du contrôle technique, à savoir qu'il y a 0,3% de causes techniques dans les accidents de roues ou 3 roues moteurs. Donc les pneus gonflés en bon état, les ampoules dans les phares, un pot homologué. Oui. C'est bon? C'est bon. Voilà. C'est bon. Donc tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Aller en fait écrire à votre député que tout ça c'est une gigantesque fumisterie qui fera remonter aux instances concernées et puis ne pas lâcher la pression, quoi, globalement. Il faut pas lâcher la pression. Je pense que dans la consultation qui est pas encore terminée, je pense qu'effectivement il faut essayer d'avoir, il faut imposer. Parce que ça, on peut demander à ce que le gouvernement le mette dans l'arrêté. Et c'est une clause de revoyure sur le contrôle technique. C'est-à-dire qu'on fasse des statistiques à partir de ce qui se fait déjà dans l'OTC. Ça fait le contrôle technique VL, il existe depuis 1995. Donc c'est la manière dont c'est traité, c'est pas discutable. Donc les statistiques qu'on va avoir par l'intermédiaire de l'OTC, elles seront indiscutables. Et si on démontre effectivement qu'on a un taux ridiculement bas sur les critères, sur les taux de contre-visite. Ça démontrera que tout ça n'était qu'un business, servi par les lobbies du contrôle. Servi par les lobbies. Et je trouve que ce qui a été mis en place, notamment avec la dérogation, l'abrogation de ce fameux article du Code de la route pour le rattachement à un seul réseau, etc. Quand on regarde un peu de près, on se rend compte qu'il y a un opérateur qui est particulièrement intéressé par le contrôle technique des 2 roues, c'est Dekra. Comme par hasard, il est aussi opérateur en VL, ça on le savait, mais aussi en poids lourd. Je pense que c'est leur ouvrir un boulevard, un business. J'aimerais bien savoir ce que vont dire les réseaux concurrents. Écoute, la place est libre sur le canapé, qui viennent s'exprimer. On écoutera leurs arguments avec intérêt. Merci Thierry pour cet éclairage. Une dernière chose, parce que dans les documents que nous ont donnés à la consultation, on a le décret. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir là-dedans, l'arrêté. Mais ce qui nous manque surtout, c'est les instructions techniques qui vont expliquer de quelle manière très concrète vont être faits les contrôles. Et là, je commence à avoir des doutes, parce que je ne sais pas comment ils vont rédiger celles concernant le contrôle du niveau sonore dans un bâtiment où il y a déjà une autre activité, puisque il y aura je pense qu'il n'y aura pas de centres qui seront dédiés qu'au contrôle des 2 roues à 3 roues à moteur, parce que ça ne sera pas rentable. Donc ça va être compliqué d'intégrer ce type de contrôle avec les contraintes que ça peut avoir, un contrôle de niveau sonore, dans un bâtiment où il y a d'autres activités, etc., etc. Et toi qui connais bien l'administration, notamment toute la partie réglementaire, a priori cet été il va rien se passer, ça va se réveiller à la rentrée. Mettre en place un cahier des charges serré, non discutable et reproductible partout en moins de 6 mois, c'est tendu. Ça me paraît très très tendu, vraiment. D'accord. Vraiment. Bon, donc en gros le contrôle technique début janvier 2024, c'est carrément pas sûr, quoi. C'est pas sûr. Alors peut-être qu'il sera mis en place, mais avec du pipeau, ça sera du pipeau intégral, quoi. Donc de toute façon, ça sera une obligation. L'État aura répondu aux injonctions du Conseil d'État, mais après il faut continuer à se battre parce qu'on aura des éléments pour montrer que ça sert à rien. En plus, le Conseil d'État, il a donné un avis. Je pense qu'il est sorti de son rôle, notamment en faisant une interprétation sur les mesures compensatoires qui ont été proposées par l'État français. Donc je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Alors ça, on en parlera avec un autre de nos invités qui, lui, est vraiment dans le domaine juridique, puisque c'est le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Parfait. Donc autant dire que ça ne rigole pas sur la partie juridique des choses. Merci Thierry encore de ces éclaircissements sur les réseaux, sur les normes, sur la possibilité concrète de mettre en place quelque chose de sérieux ou de quelque chose d'un peu pipoté et dont on se demande bien pourquoi ça va se mettre en place. Comme disait Lecce, Aluta continua.
C'est valable dans la presse comme dans le contrôle technique. Exactement. Voilà. Merci Thierry. De rien. À bientôt pour d'autres aventures. À bientôt. On continue avec d'autres invités pour cette émission dédiée au contrôle technique. On poursuit cette émission dédiée au contrôle technique des deux roues motorisées. Je suis avec une nouvelle invitée, Muriel Fourel. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Muriel, bonjour. Vous êtes en fait propriétaire de 2 centres de contrôle technique en Aquitaine, dans la région de Bordeaux, et vous n'êtes pas affilié à l'une des grandes enseignes du contrôle technique. C'est donc l'avis d'un indépendant, comme il y en a beaucoup sur le territoire français. Ça représente quoi le contrôle technique des deux roues motorisées pour vous ? Ben, pour moi, je ne le ferai pas. Ça, c'est une évidence. D'abord parce que pour le moment, le peu d'infos qu'on a réussi à avoir, ça va être la place. Si vraiment il nous faut une ligne, parce que là pour le moment il parle d'un contrôle technique visuel, et tout le monde sait que ça va pas rester comme ça. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va avoir besoin d'un banc de freinage, du matériel pollution, de quelque chose pour lever les motos. Enfin, ça paraît logique, hein. Et donc s'il faut une ligne qui fasse au minimum 2 mètres de large sur 14 mètres ou 15 mètres, ce qui me paraît très logique, ça fait plus de 40 mètres carrés. Moi, personnellement, mes 2 centres, j'ai pas la place. C'est-à-dire qu'il faudrait réduire l'activité voiture pour remettre de la place pour la moto. Ah, mais il faut d'un point de vue business, c'est pas rentable, en fait, c'est ça. C'est même pas rentable. Les machines, à mon avis, vont coûter le même prix que pour un contrôle véhicule. Quand j'entends parler de 50 € le contrôle, ça paiera pas le remboursement du matériel et payer un salarié. Sans compter que en plus nos contrôleurs, et ils sont passés sur FR3, ils en ont parlé, ils ne sont pas des motards. Beaucoup ne sont pas des motards. Et la mécanique moto est totalement différente que la mécanique automobile. Et eux-mêmes ont dit, nous ne sommes pas capables de contrôler une moto. Donc ça voudrait dire il leur faudrait une formation vraiment très complète. Il faudrait qu'ils sachent manipuler une moto. Oui, parce qu'il y a des motos qui font 400 kilos et c'est pas évident. Voilà, il y a des sidecars. On n'a pas l'habitude, oui. Voilà, il y a des sidecars, il y a les 3 roues. Enfin, moi, je suis désolée, mes contrôleurs, ils sont très bons, mais comme ils m'ont dit, ce n'est pas des motards. Et la mécanique moto, ils ne la connaissent pas. Et donc ça va être un problème, il va falloir les former. Alors déjà, dans l'automobile, on manque de contrôleurs. Ça, c'est un fait. Vous avez du mal à recruter des contrôleurs dans bien sûr. Les BL, d'accord. Eh bien oui, puisque ça a changé avant avec un CAP, 5 ans de mécanique, un contrôleur pouvait passer son diplôme. Maintenant, il faut un bac pro. Donc ça amoindrit, si vous voulez, c'est normal, c'est pas facile. Donc déjà qu'on manque de contrôleurs auto, où va-t-on trouver les contrôleurs moto? Parce que moi je veux bien, ils vont faire une formation, mais si c'est pour faire une petite formation de quelques jours, non, ils seront pas au point. Ça, c'est faux de dire, moi, les miens, ils ont pourtant un niveau BTS, ils le disent eux-mêmes, non, on ne sera pas capable, on ne se voit pas faire de la moto avec une petite formation. Vous avez été approché par des grandes enseignes qui auraient été tentées de vous vendre du matériel, des formations, des choses comme ça? Non, ça n'a pas été du tout. Du tout, je sais même pas si le matériel existe. D'accord. Il faut qu'il soit homologué, c'est pareil. Pour l'instant, il n'y a aucune norme, aucun règlement. Nous, on n'a rien. Aucun protocole qui est sorti. Hein. On n'a rien. Rien du tout. On n'a rien reçu. Et du matériel, à moins qu'il soit déjà prêt. Mais vu que l'année dernière, ça avait été arrêté, est-ce qu'ils ont continué? On ne sait pas. On est dans le flou. Donc, contrairement, vous n'êtes pas très chaude pour ce contrôle technique. Et quand bien même vous le seriez, il semblerait qu'en termes de formation des examinateurs ou des contrôleurs, de matériel et d'espace, en fait, ça paraît assez illusoire de l'imaginer se mettre en place au tout début. Bien sûr. Ouais.
Et quand j'entends parler que les raisons sont de la sécurité et qu'on voit, du coup, je me suis un peu renseignée pour essayer de comprendre le monde des motos. Quand je vois que c'est 0,3% de taux d'accident dû à la mécanique, ben, je me dis pourquoi un contrôle technique? Oui, parce que pour l'instant, vous ne ferez qu'un contrôle visuel et vous feriez hypothétiquement qu'un contrôle visuel, ce que chaque moteur est censé savoir faire pour avoir le permis de conduire. Pour l'état de ses pneus, de ses freins, de ses... Donc, déjà, ça m'interpelle. En deux, on ne va pas supprimer une ligne auto pour mettre une ligne moto. Et donc je me pose la question, je suis peut-être toute seule en France à raisonner comme ça, à pas avoir la place de le faire. Mais au niveau pollution, puisqu'on en parle beaucoup, alors moto pollue, oui, je pense qu'elle pollue quand même beaucoup moins qu'un véhicule que l'on voit sur la route. Et en deux, j'aimerais connaître, ce serait bien qu'ils se renseignent un peu du nombre de contrôles qui vont s'engager réellement à faire le contrôle technique moto, parce que dans les campagnes ou autres, qu'est-ce qui va se passer si un motard doit faire 50 km pour trouver un centre de contrôle, ou enfin, au niveau pollution, c'est une aberration. Oui, il y a une question de maillage territorial et d'égalité territoriale. Et ça, ce serait peut-être important qu'ils fassent un sondage et qu'ils connaissent vraiment le nombre et où vont être situés les contrôles techniques avant de lancer ça. Si vous habitez une grande ville, il y en aura toujours un. C'est obligatoire, mais si vous habitez au fin fond de la campagne ou autre, ça va être problématique. Ouais, bien sûr. Et tout ça, on n'en entend pas parler. Vous avez autour de vous d'autres patrons, propriétaires de centres de contrôle technique indépendants. C'est quoi la tendance générale qui se dessine pour les gens qui ne sont pas affiliés à des grandes enseignes? Ils ne le feront pas par manque de place et pour un problème financier. Le retour ne va pas être intéressant. Ça va être comme l'automobile. Le contrôle technique s'est durci. Nous, on le voit bien, même si on n'en parle pas. Moi, je le vois à mon petit niveau. Les gens ne passent plus le contrôle, puisqu'ils vont être calés. Donc ils roulent jusqu'au moment où ils se font choper et puis après... Voilà. Donc à quoi ça va servir? D'accord. On le voit bien dans l'automobile. Moi, je reste vraiment très surprise que ce soit revenu sur le tapis comme ça. Je comprends pas. Voilà, surtout avec ce qui semble être, en tout cas pour l'instant, un contrôle qui serait seulement visuel ou sur l'onde de la pollution. Madame Fourel, merci beaucoup de cet éclaircissement vu du terrain, vu de gens qui sont indépendants, qui gèrent leur propre entreprise et qui ne sont pas affiliés à de grands réseaux, des grands réseaux qu'on a d'ailleurs invités à participer à cette émission mais qui n'ont pas souhaité répondre de manière positive. En tout cas, la porte leur est en tout cas ouverte. Merci, on suit ce dossier avec attention. Le contrôle technique moto, c'est censé arriver début 2024. On voit bien qu'effectivement, localement et à toutes les échelles, il y a des petites réticences. Merci encore du temps que vous avez consacré. Je vous dis bonne continuation et on se reparle bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Nouvel intervenant dans cette émission dédiée au contrôle technique, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Sascha Houlié. Monsieur Houlié, vous êtes député de la Vienne et vous êtes aussi président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et je voudrais préciser un détail qui pour moi a beaucoup d'importance. Vous êtes l'un des rares, si ce n'est le seul, homme politique de haut niveau à ne pas cacher une forme de sympathie pour la pratique de la moto parce qu'en fait, vous en faites et vous aimez ça. Exactement. Voilà, merci. Je sais que votre emploi du temps, merci. Je sais que votre emploi du temps est très précieux. Je voudrais vous faire réagir sur deux choses. La première, c'est que vous êtes sensible, vous, à la question du contrôle technique. Vous ne vous êtes pas tellement caché du fait que vous n'êtes pas hyper favorable, en tout cas dans la forme qu'elle prend aujourd'hui. Et du coup, vous avez échangé des correspondances avec la Commission européenne en leur demandant mais comment se fait-il que la Commission qui avait dit faites un contrôle technique ou et ça, le « ou » est important. Prenez des mesures alternatives pour faire baisser l'accidentalité des deux roues, ce qu'on entend. Comment se fait-il qu'à partir de ça, le Conseil d'État, lui, a décidé qu'il fallait aller vers le contrôle technique et pas écouter les choses qui étaient prévues de manière alternative pour faire baisser cette accidentalité? Exactement. Moi, j'ai essayé l'ultime recours. Alors d'abord, sur la question du contrôle technique moto, on a longtemps plaidé auprès du gouvernement et auprès du président pour qu'il y ait un différé
parce qu'on estimait que les mesures alternatives qui étaient mises en place par la France étaient suffisantes. Ces mesures alternatives, elles sont simples. C'est toutes les mesures qu'on a sur le permis, qui est plus exigeant qu'ailleurs. C'est des mesures qu'on a sur les équipements de protection, dont on exige davantage le port que dans les autres pays de l'Union européenne. C'est des mesures sur également le contrôle du bruit. On pense notamment aux radars Méduse qui sont déployés de façon expérimentale dans plusieurs endroits, voire sur les contrôles des pollutions. Et là, que ce soit encore sur les normes européennes qu'on applique, les 0,5 ou alors encore les ZFE qui sont déployés dans plusieurs villes, on sait qu'on a des restrictions qui sont plus importantes et donc que pour l'accidentologie ou pour la réduction des nuisances sonores ou atmosphériques, la France fait bien mieux qu'ailleurs vis-à-vis des motos, donc il n'y a pas besoin de contrôle technique moto. C'était ce que j'ai toujours défendu, ce que je crois profondément. Or, le Conseil d'État, lui, a tranché. Est-ce qu'il est dans son rôle en disant « vous devez faire un contrôle technique » puisque, de toute évidence, c'est ce que pense le Conseil d'État, les mesures alternatives ne sont pas suffisantes. Alors moi, j'ai plaidé auprès de la Commission européenne sur le fait que le Conseil d'État ne pouvait pas trancher tant que la Commission européenne elle-même n'avait pas dit si oui ou non la France se situait ou dans le champ de la directive pour mettre en place le contrôle technique ou dans le champ des mesures alternatives. Et j'ai eu une réponse un peu que j'ai pas trouvé satisfaisante de la commissaire européenne en charge des transports, qui disait que oui, le Conseil d'État pouvait tout à fait juger en lieu et place de la Commission européenne sur ce sujet, que les mesures alternatives mises en œuvre par la France n'étaient pas suffisantes, puisque c'est ce qu'il a décidé en novembre dernier. Bon, moi, je ne suis pas convaincu par cette analyse. Il en reste pas moins qu'aujourd'hui, on est dans cet état juridique là, que les derniers recours que j'ai faits ont été infructueux. Je pense que ça pourrait encore être discuté et discutable jusqu'au bout sur ces questions-là. Parce que moi, on m'a transmis un document qui dit, et ça vient de la Commission, on ne considère pas que la Commission serait seule compétente pour déterminer si des mesures prises par un État membre constituent ou non des mesures alternatives dans le sens de la directive. Donc en fait, la Commission elle-même ne juge pas la validité des mesures prises par un État. C'est étonnant quand même. En fait, c'était précisément le point de droit que je défendais. C'est ce que je disais, c'est que c'était à la Commission européenne de donner une décision sur les mesures alternatives mises en œuvre par l'État. Est-ce que oui ou non, c'est des mesures alternatives au sens de la directive? Et le Conseil d'État a dit, c'est à moi de juger parce que c'est moi la juridiction nationale qui juge si on applique bien le droit de l'Union européenne. Et la Commission européenne, elle a dit, le Conseil d'État a le droit de juger lui, et nous n'avons pas de décision à rendre. Donc je pense que on aura une discussion avec quelques amis motards, notamment au Parlement européen. Je pense à Pierre Carlesquin, qui est un député européen, pour que s'il y a une révision de cette directive de 2014, eh bien on introduit le fait que c'est bien à la Commission de décider, de prendre cette décision, de prendre ses responsabilités, et donc le cas échéant de dire si l'État ou pas doit mettre des mesures alternatives. Le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini, ça c'est bon à savoir. On va l'engager sur cette question. Très bien. Deuxième point que je voudrais aborder avec vous, si vous permettez, c'est en fait une rupture des pratiques, puisque jusqu'à présent, la France, contrairement à d'autres pays européens, imposait une séparation très stricte des centres de contrôle et des centres de réparation, à la fois dans leur organisation et dans leur emplacement. Or, il se trouve que on voit bien que le réseau des centres de contrôle technique est pas, à part quelques grandes enseignes hyper motivées pour aller en masse sur le contrôle technique des deux roues motorisées, et du coup, pour qu'il puisse être applicable avec une notion d'équité territoriale et d'accessibilité, la loi a été changée pour que ça puisse être éventuellement opéré chez le réparateur de moto du coin. Alors en fait, on a fait une expertise assez poussée. Je remercie la FFMC et la FFM avec qui on a beaucoup travaillé sur ces questions-là, y compris on avait anticipé pour que on regarde précisément ce que prévoyait la loi. Ce que prévoit la loi en France, c'est que ce qui est exclu, c'est le contrôle technique par des réparateurs automobiles. Et la précision est importante parce qu'on est allé après rechercher dans la directive qui, elle, n'interdit pas à des réparateurs du terme de pratiquer des opérations de contrôle technique, ce qui veut dire qu'en matière de moto, le droit européen permet et le droit national permet qu'un réparateur d'une moto puisse tout à fait être un opérateur de contrôle technique. Et vu l'état du réseau que vous avez décrit, je pense que aujourd'hui ça se justifie. C'est le sens de ce qu'on a demandé au ministère des Transports, encore une fois avec les fédérations, la Fédération française des motards en colère et la Fédération française de motocyclisme. Mais alors, vu qu'on entend un peu partout que le contrôle serait globalement un contrôle à minima et essentiellement un contrôle visuel, si votre moto sort de révision, globalement, elle est apte.
C'est aussi ce qu'on veut plaider, c'est qu'il y a beaucoup de motards qui font le contrôle par eux-mêmes parce que ce sont des bons mécaniciens. Ça arrive plus souvent que pour les voitures, il faut le dire, et c'est une réalité. Hein. Et puis après, il y a tous ceux qui, comme moi, j'ai pas le talent de mon père ou de mon frangin, bricolent moins et apportent annuellement leur machine chez le concessionnaire pour faire la révision, pour faire une vidange, pour changer le kitchen. Alors heureusement, on le change pas tous les ans, sinon ça coûte très cher. Mais voilà, pour faire les révisions qu'il faut. Donc il faut dire que là aussi, il y a eu un gros boulot pour qu'il y ait 4 fois moins de points de contrôle, pour que ce soit nécessairement en dessous de 50 €. Bref, qu'on ait vraiment un travail et que il y avait une mesure à négocier qui était celle du cumul réparateur et contrôle technique, sachant que quand on fait sa révision annuelle. D'accord. Une dernière question, si vous permettez. On a fait participer plusieurs intervenants. D'après ce qu'on sait de l'état de la mise en place des normes et d'une norme réplicable dans tous les centres en France, d'après ce qu'on sait de l'état d'avancée du réseau des contrôleurs techniques sur ce point-là, d'après ce qu'on sait de les discussions en cours en fait sur ce que va être le contrôle technique, est-ce qu'on peut imaginer que dans un délai de 6 mois, il sera mis en place partout en France? Moi, je suis réservé, mais je suis réservé depuis le départ. Déjà, je vous ai dit que j'étais contre le principe, que j'étais sur un allègement très fort des modalités en second rideau, à défaut d'avoir le contrôle technique. Maintenant, je suis assez sceptique sur la façon dont chacun pourra passer au contrôle technique. Le gouvernement l'est aussi, parce que à partir du moment où les délais de mise en place de 5 ans, enfin pour les machines qui sont les plus anciennes, est assez étalé, ça montre que personne ne croit vraiment à ce qu'on puisse passer tout le parcours du pays au contrôle technique dans les premières années. Merci Monsieur Houllier, merci en tout cas. On connaît aussi la limite. Je rappelle que seulement 0,3% des accidents responsables en moto sont dus à l'état de la machine, ce qui donne un peu l'utilité de la mesure. Voilà. Merci de votre temps et merci de soutenir la cause des motards qui prennent soin de leur machine et de l'environnement et de la circulation dans la société. Merci à vous et à très bientôt pour suivre les avancées de ce dossier. Merci encore. Dernière invité pour cette émission consacrée au contrôle technique. Je suis avec Bertrand Massier. Bertrand, merci de consacrer un peu de votre temps précieux avec nous. Vous êtes vice-président de la section 2 roues chez Mobiliance. Mobiliance, en fait, c'est tout le réseau des opérationnels de la mobilité. Ça couvre 21 métiers. Donc, en fait, concrètement, vous serez en charge des gens qui vont être dans l'opérationnel du contrôle technique. Bertrand, quel est l'état du réseau par rapport à ce contrôle technique et est-ce qu'on peut concrètement penser que dans moins de 6 mois, le contrôle technique 2-3 roues sera opérationnel? Alors bonjour Philippe et bonjour à tous. Question primordiale. À l'heure actuelle, on n'a pas les éléments techniques. Donc c'est difficile de dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans le contrôle à l'heure actuelle. Donc je pense que ce sera un sujet aussi. Ça paraît compliqué alors, de se dire que dans 6 mois, on sera prêt avec les formations et l'ensemble du contrôle technique mis à disposition. En tout cas, tel qu'il est imaginé jusqu'à présent. Bien sûr. Maintenant, je rebondis sur les premiers mots que vous avez prononcés. On n'a pas les éléments techniques et connaissant un petit peu la complexité de l'administration française, mettre en place des procédures qui soient validées, certifiées, répétables et non contestables dans tout le territoire français, en moins de 6 mois, ça paraît un peu illusoire quand même. Tout dépend de l'État. Ouais, non, mais après... Tout dépend de l'État. À l'heure actuelle, tel que... Voilà. Ça paraît complexe, ouais, c'est clair, ça paraît complexe à l'heure actuelle de pouvoir être dans les clous et surtout de pouvoir se dire que nous, l'ensemble de nos métiers devront être prêts pour la date qui doit être dans ce qui était prévu, juste un petit rappel, au 15 janvier. Trimestre 2024, ouais. Voilà, premier trimestre, 15 mars, vraisemblablement le plus tard que l'État propose. Ça semble compliqué. Après, tout dépend de ce que demande l'État exactement en termes de contrôle technique. Mais on travaille avec eux, on essaie de leur expliquer que c'est pas simple et qu'un bon contrôle technique qui doit être pérenne dans le temps doit aussi bien être lancé et c'est là où on a des discussions encore à avoir avec l'État.
D'accord. Bertrand, quel est l'état du réseau des contrôleurs techniques, à la fois au niveau des franchisés qui sont affiliés à des grands groupes et des grandes marques, et aussi des indépendants? Est-ce que globalement les gens l'attendent avec impatience? Parce que deux choses. D'abord, on vit dans un monde capitaliste, donc c'est un business qui est important pour eux. Et ensuite, ils sont persuadés de la nécessité de ce contrôle pour la sécurité des motards. Ou est-ce que on entend ça aussi parfois, il y a un manque de place, il y a un manque de formation, on voit pas très bien la finalité économique, et on est un petit peu sur les freins radio pour ce contrôle technique. Tout est vrai. Il y a plein de questions qui se posent par rapport au contrôle technique. Parce qu'on n'a pas le fond. Donc, on connaît à peu près la forme à l'heure actuelle, mais on n'a pas le fond. C'est-à-dire exactement qu'est-ce qui va être contrôlé, sous quelle forme. Et puis, deuxième chose, c'est vrai qu'il manque des emplois. Donc la question, c'est comment on va trouver d'autres contrôleurs techniques pour intégrer ça. Et puis, qui est le maillage suffisant sur le territoire pour pouvoir, en fin de compte, être plus près des motards et de pouvoir les intégrer dans cette démarche-là. D'accord. Alors, vous parlez de formation. Il semblerait, on entendait aussi qu'il y a un déficit aujourd'hui de recrutement des contrôleurs techniques, et le fait d'imposer à nouveau une nouvelle catégorie, la catégorie L des 2-3 roues motorisées et des voiturettes, ça va générer en fait une espèce d'appel d'air de recrutement, alors il semblerait qu'on n'ait pas la masse. La masse salariale, la masse, je dirais, de qualifiés suffisante. Alors, là, il faut juste faire le point par rapport à ça. On peut pas se plaindre qu'il y ait des emplois qui sont, il y a des emplois à avoir, et qu'il y a donc à tous ceux qui vont nous écouter, allez-y, il y a des emplois dans le contrôle technique, ouais. C'est très bien. C'est quoi la formation? C'est un bac pro, c'est un BTS? Eh ben c'est justement, c'est un peu ça la problématique, c'est que jusqu'à présent, c'est monter d'un niveau, hein, c'est ça la formation. C'est ça, c'est monter d'un niveau, et ça. Ouais. Ça pose problème, et c'est ce qui a été demandé par les entreprises du contrôle technique, c'est plutôt de pouvoir, quelqu'un qui a une expérience avec un CAP BEP, parce que c'est vrai qu'à une époque, et on se le dit, hein, c'est maintenant on forme beaucoup de BEP pro, mais à une époque on formait beaucoup de CAP BEP, et c'est-à-dire qu'on a beaucoup de techniciens qui sont à l'origine en CAP BEP. Et donc là, c'est en train de se changer, et on a monté le curseur trop haut, parce que un CAP BEP à l'heure actuelle de quelqu'un qui a 10 ans de carrière derrière lui, ça vaut largement un bac pro, et c'est là où ça demande à ce qu'on ait des contre-mesures, on va compte, mais positives, justement pour pouvoir intégrer des contrôleurs techniques qui peuvent être aussi des personnes issues de nos métiers du deux roues motorisé, et qui souhaitent changer de carrière, par exemple. D'accord. Merci Bertrand. Une question, comment est-ce qu'on devient vice-président de la deux roues motorisée chez Mobiliance? On est élu. On se présente, et puis après on est élu par nos pairs, et donc chaque président de département qui représente le métier ou de région vont participer à une élection nationale, et à ce moment-là, voilà, on était que 2 à se présenter, donc voilà, il y avait une chance sur 2. Ouais, il suffit de le pousser dans l'escalier et vous êtes élu, du coup, c'est facile. Ouais. Vous êtes vous-même motard, Bertrand, j'imagine. Faut pas le dire. Non, mais je dis pas, c'est pas enregistré. Vous êtes vous-même motard, j'imagine. Je suis moi-même motard, oui, tout à fait. D'accord. Quand vous je dirige le village moto à Nantes. D'accord. Donc, ils sont des magasins l'état des deux roues, il y a une nécessité impérieuse du contrôle technique, ou globalement, parce qu'on entend ça chez nos cousins de la FFMC, que les motards sont plutôt plus soigneux envers leur véhicule. Alors à la FFMC, oui. C'est vrai, c'est une légende, c'est quoi? Dites-nous. Alors à la FFMC, c'est sûrement vrai, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie culture du deux roues. Je cache pas que si nous on prend les véhicules qui arrivent dans nos garages,
et qu'on est obligé de refuser, c'est-à-dire beaucoup, parce que beaucoup, la personne, carrément, ouais. Ouais, non, faut être transparent là-dessus. Oui, il y a beaucoup de véhicules qu'on ne peut pas faire dans un garage professionnel. Hein, je parle parce que il y a trop de risques pour nous. Faut juste vous rappeler que nous, on doit remettre un véhicule prêt à rouler. C'est-à-dire que quand on rentre le véhicule en termes de pour un entretien, le véhicule doit ressortir propre à la route. Or, ça, c'est une obligation légale, hein, que vous avez en tant que. Tout à fait. D'accord. Alors justement, j'ai une question qui est peut-être un petit peu prématurée, mais par rapport à ce que vous allez dire, mais il y avait peut-être une évolution de la loi, parce que jusqu'à présent, on avait une séparation entre les centres de contrôle et les centres de réparation pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Or, il se trouve que, peut-être comme en Italie, justement, il y a une évolution possible pour que les réparateurs puissent opérer le contrôle technique. Vous vous situez comment par rapport à ça? Alors ça, très honnêtement, pour moi, c'est quelque chose qui n'existera pas en France. D'accord. Sauf erreur de ma part. C'est en discussion, parce que la loi est très claire là-dessus. Ouais. Bien sûr. Ça a été demandé, mais c'est pas dire que c'est en discussion. Une demande, c'est-à-dire que ces propositions qui ont été faites, c'est une proposition. Je pense qu'on a assez bien compris que c'était, vous pouvez le demander, c'est pas pour ça que vous l'aurez, parce que la loi est ainsi faite que on doit séparer en fin de compte le contrôle et la personne qui fait et le réparateur en lui-même. Donc nous, on avait proposé au départ le 2 roues motorisé, on avait proposé à ce qu'il y ait une étude technique à chaque fois, c'est-à-dire qu'on ait un passeport en fin de compte pour le véhicule validé par un professionnel pour éviter d'avoir le contrôle technique. Ça a été refusé. Maintenant, par contre, que le contrôle technique, parce que si on change la loi pour l'ensemble des métiers du contrôle technique, c'est-à-dire que les garages automobiles pourraient le faire aussi, les garages poids lourds pourraient le faire aussi, et ça, très honnêtement, je vois pas ça possible. D'accord. Et tout, c'est pas nous qui faisons la loi, hein, donc Très bien. Merci Bertrand pour ces éclaircissements. Concrètement et pour finir, le contrôle technique dans moins de 6 mois, opérationnel partout en France, on y croit pas, d'un point de vue du réseau, comment ça se passe? Du point de vue des réseaux de garage, je vous cache pas qu'on le souhaite pas, dans le sens où on sera en pleine saison et ce sera un peu complexe à gérer, parce qu'il faut juste, au-delà du contrôle technique, c'est-à-dire qui est prévu, il y a aussi toutes les cessions de véhicules d'occasion, donc c'est-à-dire les cessions entre particuliers, les professionnels qui ils vendent un véhicule à leurs clients d'occasion. Et donc, en pleine saison, ça fait beaucoup de boulot, beaucoup de trajets. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt enclin à pouvoir le voir plutôt en fin d'année qu'en début d'année, sachant qu'en plus, ça va être tout très rapidement et on va dire à l'arrache. Et c'est pas là où c'est pas comme ça qu'on souhaite travailler de façon professionnelle. D'accord. On va rappeler quelques chiffres, aussi. Bertrand, si vous voulez, le marché de la moto neuve en France, c'est quasiment 2 millions d'unités. Et le marché de la moto d'occasion, c'est 6 millions. Et le contrôle technique, c'est 5 ans pour la première vérification et ensuite tous les 3 ans, hein, si je me trompe pas. Et du coup, c'est vrai que ça ferait un afflux assez considérable de motos qui débarqueraient assez vite dans les centres si ce contrôle était mis en place. Voilà. Alors après, tout va être cadencé et bien sûr, il y a un délai pour la mise en place pour pouvoir aussi faire son contrôle technique. Mais en somme, il y a déjà toute la partie session qui va être en pleine saison et qu'il va falloir assumer. Et c'est vrai que nous, garage, on souhaite pas que ces ventes soient complètement bloquées à cause d'un contrôle technique qui serait pas encore opérationnel. Donc voilà. Donc et du côté du contrôle technique, le discours est un peu pareil en disant on veut pas lancer un contrôle technique qui n'est pas qualitatif. Voilà. Donc on attend aussi pas mal d'informations sur ce qu'il va y avoir exactement dans le contrôle technique.
Vous parlez justement, et ce sera ma dernière question, vous parlez justement de qualitatif. Les informations qu'on a, et elles sont un peu parcellaires, laissent à penser que le contrôle sera justement un petit peu visuel. C'est-à-dire qu'en gros, le contrôleur va vérifier que la moto fonctionne, qu'elle ait des pneus, des freins, un phare, et surtout, et ça c'est important, que le bruit de l'échappement soit conforme à la fiche d'homologation. Mais on n'aura pas de mesures techniques, je dirais, sur les suspensions, le freinage, même l'état du châssis. En fait, en gros, c'est regarder visuellement la moto, et c'est ce qu'on apprend au permis de conduire. C'est quoi la légitimité d'un contrôle qui se déroulerait comme ça? Alors, il va y avoir quand même la pollution et le son. Oui, ça c'est important, parce que donc ça, c'est la question du bruit, c'est deux points qui sont complexes quand même à travailler. Après, sur le châssis, il y aura vraisemblablement presque les premiers projets, mais on n'a pas les détails. Donc c'est bien ça qu'il faut expliquer aux gens qui nous regardent, c'est qu'on n'a pas les détails de ce qui va être fait. On a les grandes lignes, mais on n'a pas les détails. Donc dans cet élément-là, la question c'est de savoir où est-ce qu'on va aller et exactement jusqu'où ça va aller. Soyons clairs, l'état des freins, savoir un châssis s'il est bon ou pas bon, même nous en garage des fois, ça peut prendre du temps. Donc soyons clairs, un contrôle technique n'est pas capable de dire la qualité du châssis, ou à moins qu'il y ait des fissures dessus, à moins qu'il y ait des éléments particuliers visibles et compagnie. Mais on fonctionne aussi pareil dans un garage, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments pour reprendre exactement les cadres pour voir s'ils sont parfaits. Faut juste rappeler ça. Sur les parties amortisseurs, par exemple, on a capacité à pouvoir voir si il y a des les joints sont pas bons, si il y a des éléments. Donc tout ça visuellement, c'est des choses qui sont, c'est vrai, fait en garage, mais il faut juste se rappeler aussi que lors d'une vente ou si on entretient sa moto soi-même et compagnie, c'est des choses qui ne sont pas obligatoirement contrôlées. Et donc là, ça peut être, c'est tout à fait crédible parce que vous n'avez pas obligatoirement un professionnel qui va regarder votre véhicule avec les yeux d'un professionnel. Donc c'est ça aussi qui est important. D'où une question importante qui était posée avant, c'est la formation aussi des personnes. Et il faut qu'on ait un bon niveau de formation aussi des contrôleurs afin que le contrôle soit pertinent. D'accord. Et la qualité. J'entends que du coup ça va recruter pour les contrôleurs techniques de moto. Hein. Voilà. Donc si vous êtes fan de nous aussi dans nos métiers du coup. Donc envoyez si vous voulez vous reconvertir, si vous voulez envoyer vos enfants, c'est un métier. Et puis juste rappeler aussi, c'est qu'on est un métier de dépollueur. C'est pas un métier de pollueur. On est un métier de dépollueur. On vend et on entretient des véhicules afin qu'ils soient moins polluants et plus efficace. Donc, d'accord. C'est un beau métier. Vous prenez les anciens journalistes ou pas? Parce que la presse, c'est plus l'avenir. Philippe, on va s'occuper de vous. Voilà. Très bien. Philippe, on va s'occuper de vous. On a des centres de formation et ça va très bien se passer. Je vous envoie un CV. Merci beaucoup, Bertrand, pour cette explication sur l'état des lieux du contrôle technique. Merci d'avoir suivi cette émission, peut-être un peu longue, peut-être parfois un peu fastidieuse, mais elle nous semblait nécessaire à la fois de faire parler la plupart des intervenants qui étaient concernés par la question du contrôle technique. Certains, comme vous le savez, ont été invités, n'ont pas voulu venir, c'est leur droit, mais en tout cas, le canapé l'aurait ouvert pour un débat franc et amical. Comme vous l'avez vu, le contrôle technique, c'est une question probablement de sécurité, de nuisance sonore, évidemment. C'est aussi une question juridique, une question technique. Une question de business, il y a plein d'aspects. Je pense que le débat n'est pas fini sur le contrôle technique, comme vous avez pu l'entendre de la part de nos différents intervenants. Merci à eux de nous avoir apporté leurs éclaircissements et leurs connaissances précises du dossier, que ce soit vu du terrain, vu de la législation, vu de la position des différents acteurs concernés par ce dossier épineux. Dites-nous ce que vous pensez du contrôle technique dans les commentaires, pour, contre, bien au contraire. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Fred, comme toujours à la technique. On reste connecté à la chaîne YouTube de Motomag, des off, des apéros, des débriefs d'essais, des débriefs de GP.
des comparatifs, plein de conneries. Et évidemment, on achète le magazine parce que c'est la seule façon d'avoir une chaîne YouTube libre et indépendante. On est prudent. Bisous sur le casque et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag.